Expliquer un événement comme celui du Congrès de Tours ne peut pas se réduire à quelques jours, c'est un processus. Et donc réfléchir sur une décennie nous a paru être le plus juste. 1914, c'est l'assassinat de Jaurès, c'est le début de la Première Guerre mondiale et c'est la première participation gouvernementale des socialistes en France. 1924, c'est la panthéonisation de Jaurès et la dispute de l'héritage entre communistes et socialistes. Et par ailleurs, c'est le début de la bolchevisation du Parti communiste qui va complètement transformer le parti né à Tours en 1920. Quand les délégués entrent dans la salle, tout le monde sait que la majorité a choisi d'adhérer à l'Internationale communiste. Donc l'enjeu, c'est qui sera membre ou pas du nouveau Parti communiste, où se fera la scission. Mais plus profondément, le Congrès de Tours, c'est la tentative de répondre à des questions de fond que se pose le mouvement ouvrier français à la suite de la Première Guerre mondiale, à la suite de la boucherie. 1919, c'est l'échec relatif aux élections législatives du Parti socialiste, alors qu'il croyait pouvoir récolter les fruits de sa participation gouvernementale. C'est aussi l'échec de la grève générale et des mouvements sociaux emmenés notamment par la CGT des cheminots qui subit la répression gouvernementale et patronale. Donc il y a un double échec, l'échec de la voie électorale et l'échec de la voie syndicaliste révolutionnaire. Et il semble dans ce contexte que la perspective puisse être ce qui s'est passé en Russie en octobre 1917. Et donc la décision du Congrès de Tours est déterminée à la fois par les effets de la Première Guerre mondiale, la boucherie, les traumatismes, ce qu'ont vécu les anciens combattants, ce qu'ont vécu les gens à l'arrière, et la révolution russe qui ouvre un espoir et qui semble montrer que les révolutionnaires peuvent prendre le pouvoir et surtout le garder. Vous avez raison de citer Cachin, Blum, Longuet, Paul Vaillant-Couturier, mais ce que nous avons voulu faire aussi, c'est de mettre en avant des figures moins connues, et pourtant qui ont joué un rôle essentiel, comme par exemple Boris Souvarine ou Fernand Loriot. Puis aussi donner, elles étaient peu nombreuses au Congrès, puisqu'il n'y avait que 5 femmes déléguées, mais aussi donner la parole à des femmes comme Lucie Colliard, qui était la déléguée de la Fédération du Calvados. Évidemment, ça c'est plus connu, Clara Zetkin, qui n'était pas déléguée, mais qui était l'envoyée de l'Internationale communiste et qui a joué un rôle essentiel dans la manière dont les débats se sont conclus au Congrès. Les militants socialistes à l'automne 1920 ont eu à choisir entre 3 motions. Je simplifie parce qu'il y a une 4e motion qui est une sorte d'amendement à la motion dite Cachin-Frossard, donc Loriot, Souvarine, qui donc est la motion qui va être majoritaire et qui propose l'adhésion à l'Internationale communiste en acceptant les conditions posées par cette dernière. Il y a une motion, on va dire, d'opposition totale à cette adhésion qui est emmenée par Léon Blum, et une motion centriste pour une adhésion à l'Internationale communiste, mais sous condition. L'enjeu, c'est que vont faire les délégués de la motion centriste? Est-ce qu'ils vont être minoritaires? Parce que le vote a donné la majorité aux 3/4 à la motion Cachin, Frossard, Loriot, Souvarine. Que vont faire les délégués du centre? Est-ce qu'ils vont rester au Parti socialiste maintenu avec Léon Blum, ou est-ce qu'ils vont rejoindre le Parti communiste? Le Congrès de Tours, c'est d'abord l'événement majeur qui recompose le mouvement ouvrier et la gauche en France. D'une part, il y a la création du Parti communiste. Il ne faut pas l'oublier, il y a le maintien d'un parti socialiste, donc les 2 principales forces de gauche en France au XXe siècle, et qui vont jouer des frères ennemis, c'est-à-dire parfois l'unité, parfois la division. Mais à la suite du Congrès de Tours, il y a aussi une recomposition plus générale du mouvement ouvrier et du mouvement social, notamment au sein du syndicalisme, avec la scission et la création de la CGTU, et donc au moins jusqu'en 1936, 2 organisations principales syndicales, CGT, CGTU, réunification en 1936,
scission à nouveau, scission-exclusion en 39, réunification, puis de nouveau scission en 47-48. Et donc, ce qui joue au Congrès de Tours, c'est vraiment la structuration de la gauche et du mouvement ouvrier pour des décennies. Et c'est pour ça que, quoi qu'on pense des acteurs, d'émotions, etc., c'est un événement historique majeur. C'est d'autant plus un événement historique majeur, c'est que Révolution russe, Première Guerre mondiale, bah ça concerne tous les pays d'Europe, mais c'est en France que la décision de créer, d'adhérer à l'internationale communiste est majoritaire, et très nettement majoritaire. Dans les autres pays, ça ne se passe pas du tout de cette manière-là, la création des partis communistes. Donc il y a une particularité française qui renvoie sans doute à la situation française, bien sûr, c'est-à-dire à la Première Guerre mondiale, au fait que la guerre a eu lieu sur le territoire français, mais aussi, je crois, plus profondément à la tradition révolutionnaire française qui se transforme entre 1917 et 1920. Ça aurait pu donner tout à fait autre chose, mais c'est une originalité qu'il faut essayer de comprendre.